Bonjour à tous. Je suis heureux de vous accueillir à la Maison de Culture et des Mémoires de Guyane, dont je reconnais quelques habitués. Voilà, donc merci d'être venu assister à la première conférence de notre cycle annuel. C'est une conférence un peu particulière, puisque vous savez, ce cycle a pour vocation de faire présenter par des chercheurs leurs recherches dans les archives territoriales de la Guyane et surtout de parler des fonds que nous conservons sur lesquels ils ont travaillé. Alors aujourd'hui, on va parler d'une autre mission récente des archives territoriales qui est l'inventaire général du patrimoine culturel. Donc on vous rappellera un peu l'historique, mais bon, c'est une grande œuvre lancée par André Malraux quand il était ministre de la Culture du général de Gaulle, et qui a été régionalisée au début des années 2000. Et depuis l'année dernière, depuis 2025, les archives territoriales ont la responsabilité de cette mission inventaire du patrimoine culturel. Donc un agent a été recruté, donc c'est notre conférencier d'aujourd'hui, donc Lionel Bénard, qui va se présenter plus amplement tout à l'heure, qui est chargé donc d'animer cette mission. Et nous avons souhaité, dès le début de cette année 2026, pour ouvrir notre cycle de conférences, qu'il puisse venir présenter ses missions, expliquer ce que c'est que l'inventaire général, quelle est sa vocation, quel est l'intérêt par rapport au patrimoine, qu'est-ce que ça peut apporter aux acteurs culturels et patrimoniaux du territoire, mais aussi à tous les Guyanais. Voilà. Je ne serai pas plus long, je vous rappelle simplement que notre cycle de conférences de cette année comprend de mémoire 7 ou 8 conférences jusqu'au mois de décembre prochain. Donc restez connectés, car je ne doute pas que vous le soyez déjà tous, restez connectés sur votre page Facebook, la page Facebook des Archives territoriales de Guyane et la page Facebook de la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane, pour connaître les dates, savoir quand est-ce qu'auront lieu les conférences et sur quels sujets sont les conférences. Je rappelle aussi que la plupart de nos conférences font l'objet de captations qui sont, alors avec un petit délai, mais qui sont mises en ligne sur la chaîne YouTube, je crois qu'on dit comme ça, YouTube de la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane. Donc, déjà, vous pouvez aller sur cette chaîne et retrouver les anciennes conférences qui ont été mises en ligne. Voilà. Donc, si vous avez pris un plaisir particulier à certaines conférences et que vous voulez vous replonger dedans, si certains de vos amis ou vos connaissances sont intéressés et n'ont pas pu être là, vous pouvez retrouver ces conférences en ligne. Voilà. Et avant de passer la parole donc, à notre conférencier, je voudrais remercier l'ensemble des agents des archives territoriales de Guyane qui permettent à ce cycle de conférences annuelles de se dérouler, et notamment à l'unité communication et valorisation dirigée par Madame Sylvie Léon et tous les agents qui travaillent avec elle. Voilà. Donc je vous demande d'applaudir très fort votre conférencier, à qui je laisse tout de suite la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Pas tellement. 1, 2. Alors, je vais. Attendez, on va juste vérifier avec Monsieur Benoît. Est-ce que vous m'entendez? Non. C'est de ma faute, j'ai pas allumé le micro. Voilà, excusez-moi. Excusez-moi, Monsieur Benoît. 1, 2, voilà. Je m'associe à Monsieur Reich dans les remerciements des membres de l'équipe qui m'ont aidé à préparer cette conférence. Et donc je me présente, je m'appelle Lionel Bénard. Effectivement, j'ai pris mes missions en septembre 2025 suite à la décision de la collectivité territoriale de Guyane d'attacher le service du patrimoine aux archives territoriales. Pour moi, ça a beaucoup de sens. Je vais essayer de l'exprimer dans la petite présentation que je vais faire. Et ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de revenir brièvement sur l'historique et puis ce que c'est l'inventaire du patrimoine, parce que c'est un service qui est assez peu connu du grand public, qui est un service qui a d'abord été national, et puis ensuite, comme l'a dit M. Reich, à partir de 2004, la mission a été transférée aux régions et collectivités. Mais l'inventaire du patrimoine, c'est une mission qui existe
de façon nationale depuis plus de 60 ans. On a célébré en 2024, à l'époque je travaillais pour le même type de service, mais pour le service de l'inventaire de la région Bretagne, qui fait partie des 2 services les plus anciens. Les 2 services de l'inventaire qui ont été créés les premiers, c'est celui de l'Alsace et de la Bretagne. Alors je vous disais, je vais pas être très long sur la partie historique, mais c'est effectivement... Alors c'est vrai que c'est André Malraux, mais pas seulement, son entourage également, qui ont créé. L'idée c'était... On est souvent confondu avec le service des monuments historiques. Ce n'est pas la même chose. L'idée, c'était justement de renforcer le maillage territorial à une époque où le service des monuments historiques s'intéressait plutôt à des monuments urbains. Et l'idée, c'était plutôt de proposer, en renforçant l'étude du patrimoine, de s'intéresser plutôt à ce qu'on appelle aujourd'hui quelquefois le petit patrimoine, moins ambitieux, mais surtout le patrimoine qu'on va plutôt trouver dans les zones rurales. C'est un petit peu schématique ce que je dis, mais c'était l'idée qui avait prévalu à l'époque. Et l'idée avait été relayée par les médias, et dans un premier temps, ce sont plutôt des bénévoles qui ont réalisé les premières enquêtes d'inventaire. La phrase la plus célèbre à laquelle on revient toujours pour expliquer nos missions, c'est étudier le patrimoine de la cathédrale à la petite cuillère. Les premières images que je vais vous montrer sont d'ailleurs issues des premières missions d'inventaire dans les années 60. Ils sont issus plutôt de la photothèque de la région Bretagne. Je vais être assez bref. Les premières missions ont donc eu lieu dans la région Centre-Bretagne où, dans un premier temps, c'était des bénévoles, mais ça a duré assez peu de temps. Très rapidement, le service s'est professionnalisé avec le recrutement dans les bureaux des DRAC et des DAC en région, des directions des régionales des affaires culturelles, d'un conservateur dédié à cet effort. Et on a ensuite recruté des photographes, quelquefois même des architectes qui faisaient les relevés. On a également recruté des chargés d'études. Et donc, on a mené cette mission avec 2 types d'inventaires qui étaient menés. Des inventaires, alors les mots sont un peu techniques, mais des inventaires topographiques, ça veut dire en gros qu'on prend une commune et puis on va essayer de tout fouiller, ce qui peut être intéressant et considéré comme du patrimoine. Et puis des inventaires thématiques, aujourd'hui c'est plutôt ça qu'on travaille. C'est-à-dire on va prendre une thématique qui va avoir un sens sur l'ensemble du territoire et puis on va essayer d'y rattacher le plus d'éléments de patrimoine. Dernière chose très importante par rapport à ce petit historique, à l'époque, je vous rappelle qu'on n'utilisait pas du tout le mot patrimoine qui n'existait pas dans ce sens-là. Le mot patrimoine a vraiment commencé à être utilisé dans les années 80. On lui associe aujourd'hui le mot matrimoine aussi parfois, mais les 2 mots n'avaient pas du tout ce sens, et c'est seulement à partir des années 80 qu'on a commencé à l'utiliser dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Alors les missions, pour les dire rapidement, on les résume souvent dans 3 éléments composantes d'études. La première, alors c'est des photos qui sont issues des services de l'inventaire. Par exemple, ici, le centre Val-de-Loire. On n'a pas beaucoup de photos de chargés d'études en action, mais là, voilà la première mission. C'est un travail de terrain. On va se déplacer sur le territoire, on va photographier les éléments qu'on considère comme étant du patrimoine. J'ai oublié de vous dire une chose très importante, c'est que le service de l'inventaire, parfois, on le confond avec les monuments historiques et on a l'impression qu'il y a aussi un aspect juridique de protection. Quelquefois, quand on se déplace sur le terrain, on peut avoir des animosités de gens qui nous disent « mais moi, je ne veux pas que ma maison soit protégée ». Mais en fait, c'est pas du tout le cas. L'inventaire du patrimoine est une mission scientifique qui n'a pas vocation à la protection. Cela étant dit, l'inventaire peut signaler au service des monuments historiques un élément en danger, par exemple, qui mériterait un classement. Voilà, donc le travail de terrain, recenser, photographier. La photographie d'inventaire, c'est vraiment une discipline précise qui requiert des qualités importantes. Et puis, surtout aussi, recueillir les témoignages. Dans la discipline du chargé d'études d'inventaire, c'est extrêmement important d'avoir des échanges avec les gens qui vivent le patrimoine, c'est-à-dire les habitants, les gens qui connaissent ce patrimoine.
Donc la collecte de témoignages oraux est extrêmement importante. Alors la photo suivante va peut-être vous faire sourire, elle date des années 80. Voilà une image rare d'un service de l'inventaire du patrimoine tel qu'on pouvait l'imaginer. Donc les personnages posent un peu. On y retrouve la secrétaire avec son ordinateur d'époque, les photographes, les deux chargés d'études et le conservateur, mais surtout je voulais vous la montrer parce que derrière on voit les dossiers d'inventaire qui à l'époque et pendant très longtemps sont des dossiers qui sont papier, qui sont rédigés, disponibles au public, mais on s'est rendu compte que malheureusement c'était assez difficile de pouvoir avoir un rapport direct avec le public, avec les dossiers produits, qui sont des dossiers de deux types. Soit des dossiers d'architecture, soit des dossiers d'objets, en tout cas à l'origine. Ça a évolué un petit peu. Donc étudier le patrimoine, ça c'est plutôt un travail en bureau et en archives. C'est pour ça que je vous disais que rattacher le service de l'inventaire du patrimoine aux archives territoriales, ça a beaucoup de sens. Ça permet aux personnes concernées d'être au plus près de la source, parce que le travail d'archives est extrêmement important. Et puis troisième mission, dans les premières années de l'inventaire, elle n'était pas la plus valorisée, faire connaître le patrimoine. Aujourd'hui, c'est plutôt celle sur laquelle on va avoir tendance à insister, à travers une collection de publications qui est harmonisée au niveau de l'ensemble des services de l'inventaire. Peut-être que vous connaissez déjà la plus connue, la première collection qui s'appelle aujourd'hui Parcours du patrimoine, mais pendant longtemps, c'est le petit livret qui est à gauche. On appelait ça Itinéraire du patrimoine, qui est conçu comme un guide thématique. Alors, par exemple, celui sur Mana a eu pas mal de succès en Guyane, je ne sais pas si vous connaissez, celui sur les habitations de Rémire aussi. Ce sont plutôt des guides à l'usage du grand public, mais l'idée c'est aussi de les rédiger de façon scientifique en y insérant des documents d'archives. Et puis évidemment pour nous c'est très important la rencontre comme aujourd'hui avec le public à l'occasion de conférences. On aime aussi pouvoir dès le départ, c'est ce qui est le cas aujourd'hui, faire connaître le début d'une mission de manière à pouvoir au plus tôt identifier les personnes qui ont un témoignage à apporter, un objet à corriger. Tout à l'heure, ce que je vais essayer de vous présenter, ce sont des hypothèses, des pistes de travail, mais évidemment, pour moi, c'est très riche d'avoir des retours, des échanges par rapport à ces hypothèses et ces pistes de lecture. Alors, pour la Guyane, le service de l'inventaire est un peu plus récent que celui de la Bretagne ou de l'Alsace. Alors, j'ai écrit 1999 parce que c'est la date officielle, mais en fait, il y avait déjà des prémices d'un service de l'inventaire au sein de la direction des affaires culturelles dès 1993, avec une personne qui s'en chargeait, une professionnelle, et puis une association autour d'elle qui a animé les premières missions, et notamment des missions photographiques. Alors pour moi c'est très riche parce qu'on a déjà des fonds photographiques des années 90, des éléments de patrimoine qui ont été étudiés. Je crois non, il n'y a pas de problème du micro, non. Alors, en 1999, ce qui change, c'est que le service se professionnalise avec le recrutement de Marie-Pascale Mallet, conservatrice du patrimoine, et donc des missions qui vont se multiplier. Alors, je vous dis brièvement ce que vous pouvez voir à l'écran. Il y a déjà eu un premier inventaire des maisons créoles de Cayenne en bas, une photo en bas à gauche, début des années 2000. On voit une chargée, une conservatrice au travail pour la préparation d'un ouvrage sur le bagne des Anamites qui a été publié en 2011. Vous avez également le travail de l'ethnologue Sophie François qui avait été missionnée pour travailler sur les pirogues de Guyane, un ouvrage qui est sorti en 2015. Vous avez eu aussi, je crois que M. Guyot, ici présent, y a participé à un inventaire du patrimoine religieux qui a été réalisé. Voilà, et chose assez nouvelle, je parle des services de l'inventaire en général, un intérêt déjà assez précoce pour le patrimoine immatériel, et notamment avec la fabrication d'une cassave à Sinnamary. Donc on s'est intéressé très tôt en Guyane aux gestes, au patrimoine immatériel, élément que je souhaiterais poursuivre.
Alors le grand changement 2004, je termine pour la partie historique, on ne parle plus d'inventaire des richesses artistiques, mais on impose le mot inventaire général du patrimoine. On sait que les services de l'inventaire ont eu une importance grande dans le fait que depuis sa création, le patrimoine a complètement changé. Je vous rappelle qu'au départ, on parlait surtout de châteaux, de manoirs, d'églises, éventuellement de croix. Et puis, à partir des années 80, ça a complètement évolué. Là, on parle même d'inflation du patrimoine. On a commencé à se poser la question, mais qu'est-ce qui fait réellement patrimoine ? Nathalie Heinrich, une chercheuse qui s'est intéressée à notre travail, elle s'est rendue compte que les chargés d'études créaient des nouveaux pans du patrimoine avec cette couverture que je trouve un peu amusante des fameuses bornes Michelin que moi-même je n'ai pas connues, mais qui étaient des milliers en France hexagonale dans les années 60. À l'époque, on n'aurait jamais imaginé qu'une borne Michelin puisse être du patrimoine. Mais le fait qu'elle s'est quasiment disparue, en 2007, en interrogeant un chargé d'études qui était en train de prendre des photos d'une borne Michelin et d'essayer de connaître sa date, on s'est rendu compte que ça pouvait rentrer dans le cadre du patrimoine. De la même manière que dans les années 80, on n'imaginait pas encore que les friches industrielles délaissées de la France hexagonale puissent rentrer dans le champ du patrimoine. Je pars surtout du nord de la France et de l'est de la France, et puis assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était un patrimoine extrêmement riche, vivant et intéressant. Et puis donc le champ s'est élargi. Là je vous montre une publication de 2021 du service de l'inventaire de la région Île-de-France qui s'est intéressé aux lieux de spectacle, les théâtres et les salles de bal, les cinémas, ou encore, je reviens, j'y ai participé, des publications sur l'architecture sportive. Vous aurez peut-être une idée de la raison pour laquelle on s'y est intéressé, puisque la date c'était 2024, c'était évidemment lié aux Jeux Olympiques de Paris. Alors voilà les publications qui ont été produites par les services de l'inventaire de la région puis de la collectivité de Guyane. Le premier, c'était un ouvrage extrêmement intéressant sur Saint-Laurent-du-Maroni, qui est sorti en 2003, dirigé par Marie-Pascale Malley. Puis ensuite, vous avez eu un certain nombre, peut-être que vous connaissez ces ouvrages d'itinéraire du patrimoine. Les deux derniers, ce sont les publications en bas, les habitations de Rémire et le bagne des Anamites, qui sont difficiles à trouver malheureusement aujourd'hui, puisqu'elles ont eu le succès escompté. Et puis, donc je vous disais qu'il y avait trois types d'ouvrages, ceux qui ont plutôt un format guide à gauche, des ouvrages un peu plus importants, ambitieux, qu'on appelle les cahiers du patrimoine. C'est le degré peut-être le plus élevé dans l'étude, et la longueur aussi de l'étude. Et puis les images du patrimoine, ce sont celles qui sont plutôt axées sur les photos, et puis les légendes, les études qui sont liées aux photographies. C'est le cas par exemple de l'ouvrage Pirogue de Guyane. Alors, je ne sais pas si vous avez vu en rentrant, mais on a imprimé ce petit flyer. Si jamais ça vous intéresse, je vous encourage à aller prendre en sortant. On y a imprimé l'adresse du nouvel outil harmonisé à tous les services de l'inventaire, qui est tout neuf en Guyane, que je vais maintenant vous présenter, qu'on appelle l'outil Gertrude. Je vous disais tout à l'heure que malheureusement, les dossiers papier, c'était pas simple de les mettre à disposition du public. Il fallait, c'était un peu compliqué. La plupart des services de l'inventaire disent qu'on souffre du fait que les dossiers ne soient pas toujours consultés alors qu'ils sont faits pour ça. Alors on a trouvé un moyen en 2014 de les rendre beaucoup plus ouverts au public au moyen de la diffusion numérique. On a créé l'idée du dossier d'inventaire électronique ou numérique. C'est la raison de ce nom un peu étrange. Vous vous demandez peut-être pourquoi Gertrude, c'est un acronyme dont je ne me souviens jamais. C'est le groupe d'études et de recherche technique pour la réalisation et l'utilisation du dossier électronique.
Alors, je vous disais, il est neuf. Je vais vous en montrer un tout petit peu l'usage. Et puis, si vous souhaitez, ou si vous avez des questions, je vous encourage à les poser à la fin. On pourra en échanger. Voilà, alors le site est d'ores et déjà disponible à l'adresse inventaire.ctg Guyane. Voilà comment il se présente. La ligne, en fait, tous les services de l'inventaire ont demandé à un partenaire extérieur de créer l'outil, l'architecture, de manière à pouvoir répondre exactement à la méthodologie qu'on utilise dans tous les services de l'inventaire. Donc c'est pour ça que vous aurez une image. Alors on va changer le bandeau, qui n'est pas du tout dédié à la Guyane. Donc pour le moment, les dossiers qu'on a mis en ligne sont des prototypes. Ils ne font pas partie d'une étude globale, mais ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Je vous montre une manière de l'utiliser. Vous allez dans la vue cartographique, vous cliquez sur l'option afficher les dossiers dans la zone. Bon, pour le moment, il y en a assez peu, mais dans nos missions, il va vraiment y avoir l'envie d'en diffuser énormément. Je vais commencer peut-être par vous montrer un des emblèmes du patrimoine religieux guyanais. Voilà comment se présente un dossier. Alors il y a tout un ensemble de données juridiques obligatoires qu'on va réaliser. Une photographie de présentation. C'est un peu lent à se mettre en route, mais à droite, vous avez la géolocalisation qui permet à la personne qui s'y intéresse de voir exactement où se trouve l'élément concerné. Et puis, donc, toutes les options que vous voyez, là, quand on fait un dossier, on est obligé de les remplir. Un texte, là c'est optionnel, présentation contextuelle. Un historique qui va nous permettre, nous, de pouvoir, par exemple, dans le cas d'une datation, d'apporter les éléments de source qui nous permettent d'affirmer qu'une date a été... Alors, dans le cas de l'église d'Irakubo, par exemple, on a pu récemment resserrer la fourchette. On disait pendant longtemps que les travaux de décor avaient été réalisés entre 1892 et 1898, mais grâce à des documents d'archives qui n'étaient pas apparus au moment où a été publié, par exemple, le petit ouvrage sur l'église d'Irakubo, aujourd'hui on peut être plus affirmatif et dire que Pierre Huguet, le fameux bagnard qui a réalisé le décor, l'a réalisé pendant l'année 1892. Donc je ne vais pas développer ici, mais les sources d'archives sont mentionnées. Vous avez une option, par exemple, ici, de pouvoir aller voir les autres, bon, il n'y en a pas beaucoup en Guyane, mais d'aller voir les éventuels autres édifices où auraient travaillé les mêmes artistes, ou alors les autres édifices où serait intervenu le même commanditaire. Là, le curé qui a commandé le décor, Prosper Raffray. Et puis en bas, donc vous avez, alors l'église d'Irakubo, c'est un cas particulier parce qu'elle est également classée, protégée au titre des monuments historiques. Donc moi, ça va me demander de jumeler avec le dossier des monuments historiques, la base nationale POP, qui mentionne également les monuments historiques. Et puis tout en bas, je sais que le public y est particulièrement intéressé, les éléments archivistiques qui permettent de mieux documenter l'objet ou l'architecture concernée. Là, par exemple, un portrait de Pierre Raffray, le fameux portrait, la seule image qu'on connaisse de Pierre Huguet, le bagnard. Voilà, pour vous donner un autre exemple, c'est un prototype qui concerne... parce que dans le cadre d'une étude qu'on est en train de mener sur l'architecture moderniste d'un architecte qui s'appelle Boris Zives, on a identifié l'influence d'un monument de Cayenne sur une maison, la maison d'Emmanuel Tolinga, le grand Aloukou, à Papaïcheton. On va le diffuser avec un ensemble de données. Je voulais vous montrer cet exemple parce que cette maison aujourd'hui elle n'existe plus, mais l'outil inventaire, l'outil Gertrude, permet de signaler avec une géolocalisation l'endroit où se trouvait l'édifice en question qui a été détruit.
Et puis, pour vous donner un autre exemple qui regarde directement la thématique que je vais vous présenter, si on va plus près, voilà un dossier un peu prototype qui concerne plutôt la zone de Montabo. Je vais aller consulter la maison de campagne de villégiature construite par Léonce Melchior, dont je vous parlerai tout à l'heure, pour et par Léonce Melchior, avec une photographie. Donc là, on essaie de privilégier les photos les plus récentes possibles. Et puis des éléments contextuels de présentation, d'historique, et puis en bas, les éléments archivistiques qu'on a pu rassembler, des dessins d'architectes. On voit bien, oui, la vue aérienne IGN des années 50, et puis on peut aller jusqu'à des photographies de maquettes, des cartes postales anciennes. Alors évidemment, pour nous, aux archives, là je parle pour les archives territoriales de Guyane, c'est un instrument privilégié pour pouvoir valoriser, diffuser l'iconographie concernée. Voilà, alors je ne développe pas plus sur l'outil Gertrude. Je vous invite, si ça vous intéresse, à vous procurer ou alors à noter l'adresse qui va être alimentée de façon importante dans les mois qui vont suivre. Juste peut-être une dernière... je veux clarifier un élément, c'est qu'on ne s'intéresse pas du tout seulement aux monuments historiques. Hein. On va s'intéresser par exemple à un magasin dont on trouve qu'il a un intérêt au niveau de son modernisme à Saint-Laurent-du-Maroni. Et puis comme on a ici aux archives un grand nombre de permis de construire, on va pouvoir diffuser là par exemple dans le cas qui nous intéresse, vous voyez sur ce permis de construire, on a même l'architecte Serge Chandeau a été jusqu'à modifier les garde-corps, on le voit sur le plan. Où est ma petite télécommande? Ah, je ne l'ai pas. Et donc on le voit sur le monument final. Voilà, alors je reviens à mon diaporama. Voilà, je le signale juste, hein, nous travaillons actuellement à une première publication à l'horizon fin 2026-2027, je l'espère, qui va essayer de présenter les travaux d'un architecte extrêmement influent en Guyane qui s'appelle Boris Zivès, qui a été actif à partir de 1951 quand il a été nommé, c'était le premier architecte du département de la Guyane, et qui est resté actif jusqu'à son décès en 1976. Même si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez sans doute son architecture, puisqu'il a dessiné la grande majorité des écoles guyanaises. Là, par exemple, il a beaucoup changé. Voilà le plan de l'ancienne sécurité sociale de Cayenne. Donc, on va essayer de produire ce type d'ouvrage sous le format d'un guide. Là, je vous montre l'exemple de l'architecte Louis Caillat en Martinique. Donc, c'est un petit peu le type de production qu'on voudrait réaliser. Et puis, on a également en tête un inventaire et une publication pour la commune de Sinnamary. Ça ne vous a peut-être pas échappé qu'on célèbre cette année les 400 ans de la commune de Sinnamary, et à cette occasion, on va travailler sur ce sujet. Voilà, mais je voulais vous présenter les lignes. Ah, merci Sylvie, merci beaucoup. J'avais oublié ce petit outil bien pratique. Voilà. Voilà, je vais donc vous présenter une proposition d'inventaire thématique dont on a choisi des bornes entre 1870 et 1928, avec un aspect assez nouveau, puisqu'on va essayer d'associer dans cette étude le patrimoine matériel, architectural, lié à la période, alors le titre n'est pas définitif, hein, mais à cette période qui voit un dynamisme économique assez inédit en Guyane, qui va entraîner des répercussions sur ce qui nous intéresse à l'inventaire, c'est-à-dire le patrimoine architectural et le patrimoine immatériel, et notamment dans le cas de la Guyane, en étudiant l'architecture,
on se rend compte qu'il y a un lien privilégié à la musique, et d'où l'idée d'associer ces deux aspects. Quand on fait de la recherche historique, on se rend compte d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que quand on cherche un sujet dans une liasse d'archives, on trouve souvent plutôt des choses qui nous intéressent sur un autre sujet. Donc là, ça permettrait de croiser ces deux recherches sur la même période. Donc le patrimoine lié à la ruée vers l'or, pendant cette période, 1870-1928, ont émergé des éléments qui se sont fixés dans le patrimoine guyanais. Alors, je n'aborderai pas aujourd'hui le carnaval, mais on sait que les Touloulous, certaines composantes du carnaval guyanais sont nées pendant cette période. Il y a une bibliographie importante sur le sujet, donc je m'y intéresse beaucoup, hein, mais je vais m'intéresser à des aspects complémentaires. En ce qui concerne la bibliographie sur la période aurifère, il y a une bibliographie conséquente qui a été également menée, que je consulte et que je vais continuer à consulter. Je pense aux ouvrages de Serge Mamlamfouk, Jacqueline Zonzon, Eugène Epailly, Bernard Cherubini. Enfin, j'ai vraiment comme source, j'ai beaucoup de choses qui vont me permettre d'aborder les éléments de patrimoine. Alors, je reviens sur quelques dates que beaucoup doivent connaître, mais qui montrent qu'il y a une révolution, une succession d'éléments extrêmement forts qui vont modifier la société guyanaise au milieu du XIXe siècle. La proclamation de l'abolition de l'esclavage, le décret sur la transportation, et puis, ne l'oubliez pas, presque immédiatement après, la fameuse découverte le 3 juillet 1855 d'une pépite d'or qui a beaucoup fait parler d'elle par le Brésilien Paulino sur un affluent de la Proague. Mais vous avez noté que on a plutôt choisi la date de 1870 pour prendre en compte le développement consécutif avec la succession de nouvelles régions concernées. À partir de 1873, les recherches sur le fleuve Maroni, sur le fleuve Sinamari. Les années 1880, c'est plutôt la Mana puis la Haute Mana qui vont faire l'objet de très nombreuses concessions aurifères. Et puis en 1893, les gisements du contesté brésilien qui vont, on le voit, hein, si on étudie les journaux de l'époque, en Hexagone, aux Antilles, c'est peut-être cette dernière découverte qui va faire une publicité incroyable pour ce développement économique et attirer énormément de monde en Guyane avec cette immigration inédite sur laquelle je vais revenir. Et puis j'ai également placé la date de la naissance d'une des premières sociétés de commerce, la maison S, mais j'aurais pu en choisir une autre, puisqu'à partir des années 1890, à l'instigation du pouvoir colonial, mais surtout à l'initiative personnelle de personnalités comme Théophile Vitalo, on va associer à l'économie aurifère le retour à l'agriculture de la canne à sucre et la production de rhum, le balata, le bois de rose, et puis aussi, avec le dynamisme des villes, des communes guyanaises, un effort constructif extrêmement intense et la création d'entreprises de construction dont Léonce Melchior est probablement l'exemple le plus parlant. Je vais y revenir. Alors, j'ai trouvé que la photographie suivante, qui n'est pas datée, mais qu'on peut raisonnablement imaginer comme étant une photo du tout début du XXe siècle, est assez parlante de ces profondes mutations que vit la société guyanaise. Alors, vous avez, je ne sais pas si vous lisez bien, hein, rue Chaussée-Sartine, on est dans les environs du marché. C'est peut-être pas simple de le voir projeté à l'écran, mais vous avez un certain nombre d'enseignes, comme celle-ci ici, qui indiquent la présence d'un comptoir d'achat d'or, de balata, de bois de rose, la présence d'un commerce difficilement identifiable ici, mais qui témoigne d'une économie commerçante florissante aux côtés de ce dynamisme.
Et puis, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, la naissance d'une architecture particulièrement développée, avec quelquefois des maisons, selon les témoignages, c'est assez nouveau pour cette période, qui peuvent atteindre jusqu'à 3 étages. La multiplication des garde-corps, des balcons ouvragés, très souvent avec un vocabulaire fleuri, on est au moment de l'Art Nouveau aussi. La présence d'innovations techniques très familières pour nous, mais la bicyclette, par exemple, elle a été diffusée à partir de l'Angleterre dans les années 1870. Donc la voir dans la rue en 1900, ça témoigne de l'intégration de nouveautés techniques, mais que l'automobile ne vous a pas échappé. Donc, mais également l'éclairage public, tout un ensemble de choses qui montrent, qui témoignent de changements structurels dans la société qui s'accompagnent de la création de ces maisons de commerce dont les noms vous sont peut-être familiers, la maison Théolade, avec ses comptoirs, hein, évidemment le regard que je veux porter est élargi à l'ensemble des communes de la Guyane. La maison Théolade ou la maison Tanon avaient des succursales à Saint-Laurent-du-Maroni, Regina, Roura, Mana. Tanon, par exemple, c'était une maison qui, selon les sources que j'ai pu consulter, était la première à organiser un transport avec un aviso, avec une embarcation entre Cayenne et Mana. Et puis je vous parlais du dynamisme architectural et des premières entreprises de construction. Je pense que, bien qu'elle ne soit pas beaucoup documentée pour le moment, la maison Césaire à Mana, du nom de Gaston Césaire, quelqu'un d'assez polyvalent, on sait qu'il a touché à la concession aurifère, mais également au commerce, et puis enfin, ce qui est peut-être le plus important dans sa production, l'ouverture d'une scierie et puis d'une entreprise de construction. Voilà sa maison qui a été largement modifiée par rapport à la photographie que vous voyez. Mais j'ai pu consulter des sources, ça pourrait être la première maison construite avec ce qu'on appelait à l'époque le ciment moulé armé de structures métalliques. Vous avez peut-être deviné le nom qu'on lui donnera avec une toute petite évolution technique, on parlera de béton armé. Donc voilà ce qui est probablement l'une des premières constructions de ce type avant la guerre, mais pour le moment je n'ai pas pu déterminer de façon certaine la date de construction. Alors, avec l'éclosion de ce dynamisme économique, il va y avoir des changements structurels assez forts dans le paysage. Une autre maison qui est aujourd'hui un nom couramment utilisé en Guyane, c'est celui d'Eugène Zéphyr, qui s'est installé, je ne sais pas si vous vous orientez bien, on a dans notre dos la place où trônait la statue de Schœlcher. On est rue actuelle des peuples autochtones, la rue Christophe Colomb sur la carte postale. Et on est en train de regarder vers l'est, vers le boulevard Jubelin. Et la rue qui se trouve juste devant nous à quelques mètres, c'est la rue Malouet. Si vous prenez à gauche, vous arrivez sur la place des Palmistes. Et donc à l'angle là, on trouve la maison Eugène Zéphyr dans une photographie qui a probablement été prise au début du XXe siècle également. Alors je vais vous montrer maintenant son évolution parce qu'on observe au début du XXe siècle, associé à ce dynamisme économique, le début aussi d'une industrie, d'une économie de loisirs. La musique est l'une des plus importantes, mais le cinéma et le sport également. Alors, dans le cas du cinéma, l'un des pionniers, c'est Eugène Zéphyr qui s'associe à un homme d'affaires qui s'appelle René Didier. Alors, je sais qu'il y a débat, je suis ouvert à l'échange, mais il semblerait, après avoir consulté plusieurs sources, notamment le livre de Virginie Brunelot sur la ville de Cayenne de 1919 à 1929, que cette photographie, dont je n'ai pas encore trouvé l'original, malgré consultation de l'auteur, ce soit le même endroit. À partir de la fin des années 10-20, la maison évolue largement pour accueillir l'un des premiers cinémas qui va se franchiser en cinéma Gaumont et qui va accueillir, comme c'est toujours le cas pour le cinéma muet,
des musiciens qui viennent animer la séance. Parmi ces musiciens, on trouve un certain Alexandre, ou plutôt Fructueux Alexandre d'Istelio, ou alors un musicien martiniquais de naissance, ou un Guadeloupéen de naissance, Alfred Pays, qui va probablement le remplacer. Je le mentionne parce qu'on sait très bien que l'activité d'improvisateur pour animer du cinéma muet, ça apporte des capacités d'improvisation assez exceptionnelles, vous l'imaginez, avec les thématiques abordées par le film. Donc j'espère que je trouverai cette photographie originale prochainement. Pour me croire sur parole sur la photo suivante, je vous invite à bien regarder les balcons. Bon, je sais que la photographie n'est pas très bonne, mais notamment ce qu'on appelle la chambranle qui se trouve à l'angle, avec un dessin, une sculpture en bois assez intéressante, qu'on retrouve sur une maison voisine, pas très loin de la rue des peuples autochtones. Je vous montre une photographie 2008 du même endroit. Alors je sais que ça fait débat quand je la montre, mais j'ai une petite preuve de ce que j'avance, c'est la présence ici du magasin de chasse et pêche qui existe toujours au même endroit. Donc malheureusement aujourd'hui cette maison n'existe plus puisqu'elle a brûlé en 2016. Elle avait été profondément remaniée, mais si on regarde bien, il y avait quelques ouvertures qui ont disparu. L'élément à l'angle ici a été tronqué, sectionné, mais il est toujours là. Et la maison avait perdu son étage. Je sais que M. Reich, par exemple, on a débattu sur la possibilité que ce soit l'ancien cinéma, l'un des premiers cinémas. Bon, malheureusement, la maison a été détruite. Alors, évidemment, pour aborder l'architecture créole, qui va vivre ses plus belles années avec cette période, je ne pouvais pas ne pas vous parler de Léonce Melchior et de l'une de ses constructions les plus emblématiques, le bar des Palmistes. Pour vous dire quelques mots, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, Léonce Melchior, c'est une personnalité absolument polyvalente, assez incroyable, extrêmement influente, fils de quelqu'un qui était concerné par la recherche aurifère dans la région de Mana. C'est peut-être pour ça que son père, Jules Melchior, a souhaité l'orienter vers des études d'ingénieur en Hexagone, dans la ville d'Angers. Il en est sorti auréolé de son diplôme de centralien et a choisi de revenir en Guyane, où son activité s'est montrée extrêmement polyvalente, puisqu'il a été à la fois entrepreneur, on lui attribue l'assainissement de la place des Palmistes ou de la place Léopold Déder, mais aussi une activité à peu près qu'on commence à mieux connaître d'architecte, et donc d'architecte novateur. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette photographie, je pense que tout le monde connaît l'édifice, mais vraiment on y associe des permanences guyanaises, comme l'ossature en bois, mais également la silhouette de ce qu'on appelle les coyots, les évasements du toit qui permettent d'envoyer les gouttes d'eau le plus loin possible de ce qui est fragile, c'est-à-dire les élévations. Et puis des nouveautés, mais la plus grande nouveauté à l'époque, des balcons, parfois d'importation sur catalogue, mais pas toujours. Vraiment, il y a une grande liberté parfois aussi. Ici, c'est plutôt sans doute un balcon d'importation, mais on va voir fleurir sur les maisons guyanaises un très grand nombre de garde-corps et de balcons, associés à des motifs métalliques, notamment ce qu'on appelle les lambrequins, les clés qui pendent du balcon, des rappels de l'architecture plus ancienne, un peu européenne, avec les modillons vous voyez, en haut de chaque étage, on a ces petits cubes qu'on appelle des modillons et qui vont donner une grande élégance à l'ensemble de la composition. Et on attribue à Léonce Melchior cette création d'un ensemble de maisons de maîtres. C'est le premier petit élément que je souhaiterais étudier. Qui va certainement avoir une influence, mais il est probable qu'autour de lui, il y avait d'autres entrepreneurs. Et donc ce serait vraiment intéressant, à partir de l'analyse des sources, de trouver d'autres noms. Un témoignage oral avec un acteur de la vie guyanaise
de l'avant-guerre m'a donné d'autres noms récemment, notamment le nom d'Ider ou le nom de Soignon, qui ont pu être des constructeurs à la suite des Melchior de maisons de maîtres à ossature-bois. Mais évidemment, ce sont des pistes à poursuivre. Il va sans dire que Melchior a également, si je puis dire, bénéficié aussi du fait que la ville de Cayenne souffre un immense incendie en 1888 qui va faire qu'il va être un des grands acteurs de la reconstruction de cette partie de la ville. Alors voilà un exemple, mais c'est une piste à poursuivre, de s'appuyer sur les modèles de balcons qui vont singulariser les constructions. Je vous donne un autre exemple. Alors là, je me suis plutôt intéressé à ce qu'on appelle les maisons de maîtres, qui sont associées à l'élite politique, à l'élite économique des villes guyanaises, mais très rapidement, et à l'imitation de ces maisons de maîtres, on va voir se développer de façon certaine plutôt une architecture commerçante. Alors de deux types, les beaux magasins, je vais vous montrer un exemple, et puis les maisons qui vont plutôt servir d'habitation et d'entrepôt. Alors le cas ici, je n'ai pas pu l'identifier, c'est vraiment une toute petite piste. On est à l'angle de la rue Arago et de la rue des peuples autochtones Christophe Colomb. Donc c'est très souvent le cas pour les maisons de ce quartier. Dans les années 70, on a les permis de construire ici pour beaucoup de ces exemples. Le commerçant, on peut le comprendre, va vouloir moderniser sa devanture en réaménageant complètement l'étage, mais au détriment de la cohérence de l'ensemble, puisque si vous y prêtez attention, vous verrez qu'il y a un soin des mêmes années, 1900-1910, particulièrement important apporté au garde-corps, mais également à ces incrustations d'ardoises qui pouvaient porter décors, enseignes, publicités, ou même à l'entrée avec cet œil de bœuf, les consoles ouvragées qui vont porter les balcons et qui mériteraient là un dossier d'inventaire qui permettrait de valoriser cette construction. Et là, je vais citer Paulin Brunet qui a sorti un livre à succès, qui a été publié il y a quelques années sur les maisons traditionnelles de Guyane, et je reproduis une photographie qui se trouve au début de son ouvrage, dans lequel il précise que malheureusement on a trop perdu de maisons de cette période. Là c'est le cas d'une maison, alors je ne sais pas si des gens l'ont connue, elle a existé jusque, a priori on n'a pas la date exacte, jusque dans les années 90, à l'angle de la rue Arago et de l'avenue Général de Gaulle actuelle. Donc c'était une maison de commerce créée par quelqu'un qui était impliqué aussi dans l'économie aurifère, qui s'appelle Florimond, et qui avait créé ce beau magasin qui s'appelait Au Bon Marché, mais qui a évolué selon les sources que j'ai interrogées en café à très grande fréquentation jusque dans les années 60-70. Alors, je pense que vous avez forcément tout de suite remarqué, donc c'était un endroit extrêmement fréquenté, on le voit bien sur la photographie, c'est toujours le cas. Et ce qui vraiment, je trouve très intéressant, c'est cette marquise, l'élément de décor, mais également de protection contre la pluie ou le soleil, qui reprend les modèles de l'Art Nouveau qui se diffuse dans les grandes villes mondiales, parce que l'Art Nouveau, c'est le premier mouvement esthétique qui a touché toutes les villes du monde. Et puis ce recours à ces décors de zinc et de métal assez intéressant. Donc je ne désespère pas non plus de trouver l'origine de cette photo et puis des renseignements plus importants sur la maison Florimond au Bon Marché. Voilà, et puis dans le cadre de l'architecture commerçante, vous avez également celles qui servent plutôt d'habitation, de zones d'entrepôt. On en trouve beaucoup à Cayenne dans les environs immédiats du marché. Les maisons Rosette, Théolade, Tanon s'y étaient installées. Là, j'ai choisi plutôt un exemple à Mana avec la maison Tourville qui avait associé à cette fonction un peu décorative du pan de bois et des éléments, des planches à clin qui recouvrent la façade, mais également l'aspect entrepôt avec au sommet des surfaces de stockage importantes. Toujours dans le contexte de cette économie aurifère. Et puis, donc, la maison de maître, la maison de commerce, et puis j'aimerais étudier
l'exemple plus modeste aussi, mais ô combien important, de ce la bibliographie mentionne plutôt comme des cases à un étage, à deux pièces, construites à ossature bois avec remplissage de briques. Alors, l'ossature, les poteaux, et puis entre les poteaux, le remplissage avec des briques, souvent en Guyane. Et quelquefois, c'est ce que j'aimerais identifier, je sais que le CAUE à Cayenne travaille sur le sujet également, voir s'il n'y a pas aussi de la terre sèche qui pourrait être utilisée dans certains cas. Peut-être aurez-vous reconnu cet exemple qui se trouve à Sinnamary, mais on en avait beaucoup à Cayenne, à Mana. Je vous montre d'ailleurs, selon la bibliographie consultée, les zones qui sont concernées par ces architectures. Là, vous avez plutôt, vous l'avez peut-être deviné, la zone où on va trouver un grand nombre de ce que j'appelle les maisons de maîtres, avec donc l'élite économique, l'élite sociale qui va construire des maisons parfois à 2 voire 3 étages plutôt dans cette zone-là. Les maisons d'entrepôt et de commerce vont plutôt se développer. Il y en a encore beaucoup dans la zone autour du canal Lossa, mais également les environs du marché. Je pense aussi à la maison Aubin-Lénier, qui avait un entrepôt tout proche du port, tout proche du marché également. Et puis un endroit où vont plutôt dominer pendant longtemps l'architecture plus modeste à un étage que j'ai présenté dernièrement. Alors, pour étudier cette architecture, on garde en tête, là je voulais vous parler un tout petit peu de nos méthodes de travail, on garde en tête toujours cette fameuse assertion de Jean de La Fontaine qui illustre bien une notion universelle quand on étudie le patrimoine. C'est cette phrase que vous connaissez peut-être, « Tout bourgeois veut construire comme les grands seigneurs ». On la garde toujours en tête parce que on sait que pour bien capter les influences, notamment entre la maison plus modeste, la maison de commerce, la maison plutôt de maître, on sait très bien qu'il y a des interactions. Je construis ma maison, je vais avoir en tête la maison au bout de la rue qui a été construite et qui a marqué son temps par une nouveauté, par une personnalité plus riche de la ville. Ça, c'est vrai dans un sens, il y a vraiment une interaction. Alors, c'est vrai dans l'autre sens aussi, la maison de maître va parfois intégrer des éléments qu'on a pu observer sur des maisons plus modestes, mais c'est moins souvent le cas. Et puis, je voulais la signaler aussi parce que dans le cas qui nous intéresse des nouvelles fortunes liées à l'économie aurifère, il y a une permanence. Là, par exemple, on est en train de voir la maison Séide, donc eux aussi impliqués largement dans l'économie, notamment en association avec Théophile Vitalo. La maison Séide, qu'on appelle aussi la maison des Trois Fontaines, il me semble, à Cayenne, est totalement imitée de l'hôtel particulier de l'aristocratie française des XVIIe et XVIIIe siècles, avec en fait, c'est le château, le portail qui valorise la façade, la symétrie avec les 2 pavillons sur les côtés, et puis à l'arrière, donc c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'origine, il y avait probablement un jardin avec la fontaine d'agrément, qui est le modèle également utilisé par Théophile Vitalo, dont je vais vous parler dans un instant. Mais je voulais vous montrer ici des plans cadastraux issus des Archives nationales des Outre-mer à Aix-en-Provence, qui me semble assez parlant parce que voilà alors j'ai bien conscience que c'est difficile à lire pour vous, mais la mention ici du géomètre arpenteur propriété des Noirs Vitalo témoigne un peu du malaise que peut ressentir l'administration coloniale face à la grande nouveauté de ces familles issues, pour Vitalo, il est fils d'esclaves, issus de l'ancienne population esclave et qui va intégrer, à mon sens c'est assez inédit, qui va intégrer rapidement les parties de la ville qui sont habituellement réservées aux élites. Et je trouve assez marquant que le géomètre arpenteur, c'est pas une seule fois, c'est plusieurs fois on voit
Donc Vitalo, mais également il est moins connu, la famille est moins connue, la famille Regina, qui a donné son nom à la commune, qui avait beaucoup de possessions aux alentours, donc c'est indiqué sur le plan des frères de Plohermel, des collèges, et qui témoigne du côté inédit de cette irruption sur l'espace urbain de ces nouvelles bourgeoisies de couleur qui vont souffrir un double mépris, le mépris raciste, j'ai envie de dire traditionnel, mais en plus, ne l'oublions pas, le fait d'être un nouveau riche, hein, qui dans l'étude du patrimoine, on le prend souvent en considération. J'ai eu l'occasion de travailler par exemple sur les fortunes des Malouins, les marins qui ont en très peu de temps découvert des immenses sommes d'argent et qui étaient méprisés par l'aristocratie de l'époque. Et la réponse des négociants malouins, ça a été d'imiter l'aristocratie avec une architecture le plus revendicatrice possible de son appartenance à l'aristocratie. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on va retrouver la même attitude chez un personnage comme Théophile Vitalo. Vous connaissez peut-être les légendes qu'on lui attribue, qui à mon avis ont du fondement parce que Vitalo va imiter l'architecture aristocratique. Alors je vous donne un exemple que vous connaissez peut-être sur sa maison de la rue François Arago. Donc c'est une maison qu'il a acquise en construction, selon les sources, qu'il a réaménagée, notamment avec les balcons. Là, il n'y a aucune... Vous voyez, ici, c'est ce qu'on appelle le monogramme, les initiales TV, Théophile Vitalo. Ça, c'est un héritage direct des rois de France qui faisaient insérer leur monogramme sur tous les bâtiments qui les concernaient. Donc, voilà un exemple d'un bâtiment qui est aujourd'hui classé, qui est très intéressant et qui est probablement à l'origine de la tradition des maisons de maître que Melchior a repris. Je vous donne un autre exemple qui se trouve dans la maison de campagne de Théophile Vitalo. Il l'a acquis, elle était déjà construite en 1876. Excusez-moi, par contre, ce qui n'était pas... Alors ça, c'est une photographie 1955. Ce qui n'était pas aménagé, c'était les environs. Hein, et bien que je n'ai pas encore pu totalement le prouver par des sources, ce qui pose question, c'est la présence de cette rue aujourd'hui qui existe toujours en face, qui est parfaitement calibrée pour que la perspective oriente le regard vers l'escalier ou la porte d'entrée de la villa. Alors vous allez me dire, mais c'est peut-être un hasard. Ce qui n'est pas un hasard, c'est la présence de deux édicules de part et d'autre de cette perspective que Théophile Vitalo a probablement aménagé de manière à l'augmenter. Et quand on regarde aujourd'hui, ça c'est une photographie récente, la perspective est toujours orientée vers l'axe d'entrée de la maison. Là encore, Vitalo, donc célèbre pour le fait qu'il ait acheté des carrosses, des automobiles luxueuses, donc qui mettait en scène un train de vie aristocratique et royal. Eh bien, c'est également vrai pour son architecture. On prolongera cette étude, mais une architecture qui a probablement influencé la construction guyanaise dans les années postérieures. Voilà un autre élément, je terminerai avec l'aspect architectural, une preuve de l'immersion de cette nouveauté, cette bourgeoisie émergente, c'est la présence d'une double résidence. On ne se satisfait plus d'avoir une belle maison en ville, mais on va également avoir une maison de campagne, le plus proche de la mer, mais parfois c'est aussi dans l'habitation agricole, comme les prévôts, avec la production de rhum à Rémire. Donc on a déjà parlé de la maison Vitalo, mais également la maison Melchior que je vous ai présentée en dossier, où elle est toujours ici. Elle a donné naissance au quartier voisin, la maison du commerçant Zéphyr, qui s'était fait bâtir une très belle maison, le plus proche possible de la mer, dans les environs immédiats de son... Peut-être, je ne connais pas leur relation, mais de Melchior. Et ce qui est frappant quand on étudie les sources de ces maisons, c'est qu'on a toujours, de façon répétée, une allusion à la production de banquets, mais surtout de bals et de musique. C'est ce qui a inspiré l'idée d'intégrer les deux.
Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé de photographie qui présente un bal ou de la musique chez M. Vitello ou chez M. Melchior. Par contre, la consultation d'un ouvrage sur la Guyane en ce temps-là, ouvrage publié dans les années 80, a permis de voir émerger des photographies du contexte du carnaval, peut-être la fin d'un vidé, dans l'habitation La Madeleine, qui était à l'époque la résidence de campagne de la famille Rosette, avec donc une assemblée festive, mais vous l'avez peut-être vu ici, un trio de musiciens, violoncelle, clarinette, violon, qui est une orchestration qu'on trouve très souvent dans les bals de l'époque, j'y reviendrai. Une autre photographie qui a été réalisée au même endroit, dans le même contexte, toujours le même trio, alors c'est sans doute pas les mêmes musiciens, mais la même association violon, clarinette, violoncelle. J'ai émis l'hypothèse, j'avoue ne pas en avoir la preuve, que le personnage au centre avec sa clarinette pourrait être la première photographie connue de Fructueux Alexandre di Stelio. Hein, mais bon, j'ai interrogé, je suis en contact avec Jean-Pierre Meunier, qui est le grand spécialiste national de l'histoire de la Biguine, et il m'a dit qu'il ne pouvait pas confirmer ou infirmer cette hypothèse, mais bon, je reste... je trouve que les traits du visage, et ça correspond aux années où Stelio, donc peut-être que tout le monde ne connaît pas Stelio, Stelio est arrivé, aujourd'hui on a des sources qui le disent, en Guyane adolescent, en 1897, et il est resté en Guyane jusqu'en 1919, donc très très longtemps. Il est certain qu'il a obtenu sa formation de musicien, alors il devait avoir quelques notions, mais sa pratique de musicien professionnel ou de bal, c'est en Guyane, mais je redirai un mot tout à l'heure. Alors, ce que j'aimerais également pouvoir mettre en valeur, c'est la question d'un mécénat, hein, puisque si on a une proximité entre les élites aurifères de l'époque et les musiciens, comme semble l'indiquer les dédicaces des partitions. Alors ici, aux archives territoriales, on conserve les partitions de 3 compositeurs